Quel est l'apport de ces régulateurs d'humanité que sont les personnes atteintes de maladies au travail? Si on met l'accent sur le fait que tous ceux qui ont une santé fragilisée au travail connaissent une condition commune, euh, et au risque que cette condition commune constitue pour eux une double peine. C'est-à-dire non seulement ils ont des problèmes de santé et ils doivent prévenir une dégradation accrue de leur santé, ils doivent le faire souvent seuls. La double peine, c'est le fait qu'en plus, leurs difficultés, mais aussi les compétences acquises, ne sont pas reconnues dans le monde du travail. Ça fabrique du ressentiment, ça fabrique euh, une évaluation négative de l'équilibre contribution-rétribution. Ils font tout pour continuer à travailler et à produire un travail de qualité, et en même temps tous les efforts fournis ne sont pas reconnus. Bref, cette condition commune doit pouvoir compter sur les ressources du collectif. Il faut leur pouvoir, il faut qu'ils puissent sortir de la solitude et il faut qu'ils puissent construire ensemble les savoir-faire de ce travail de santé. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Le travail de santé ne se fabrique pas tout seul. L'apport de ces régulateurs d'humanité qu'ils sont tient aussi au fait qu'ils peuvent nous rappeler les limites du clivage entre la vie professionnelle et la vie dite privée. La vie hors du travail est une ressource pour le travail et réciproquement. On a souvent tendance à penser qu'au travail, le travailleur ne doit être qu'un travailleur et doit suspendre à la porte du monde du travail, à la porte de son entreprise, tous les problèmes qui sont les siens. Comme si les problèmes en question pouvaient parasiter et empêcher une disponibilité et une performance attendue à la mesure de son rôle de salarié. En fait, les deux sphères, travail et hors travail, sont des sphères à la fois distinctes, il ne faut pas les mélanger bien sûr, mais ce sont des sphères interdépendantes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on considère aujourd'hui de plus en plus que la santé au travail doit avancer de pair avec la santé publique. Le clivage ne fonctionne pas. Régulateur d'humanité parce que si on reconnaît la possibilité d'une santé fragilisée au travail, ça va conduire nécessairement à mettre en cause les normes contemporaines du travail. Ça va permettre de mettre en cause le déni de la vulnérabilité humaine, de la vulnérabilité ontologique, de la vulnérabilité du vivant. Aujourd'hui, on parle beaucoup des questions environnementales. On sait que le vivant est vulnérable. On a fini de penser que la Terre ne peut pas se dégrader, l'environnement ne peut pas se dégrader, l'air ne peut pas se dégrader, etc., etc. C'est vrai aussi, bien sûr, pour l'humain. Que permet la reconnaissance de la vulnérabilité du vivant dans le monde du travail? Si on reconnaît la vulnérabilité du vivant, du coup, on va pouvoir se dégager de cette tendance massive dans le monde du travail à considérer que finalement, il y a une vulnérabilité différentielle, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont vulnérables, point de suspension, il y a donc des invulnérables. Enfin, quand on réfléchit 30 secondes, on se rend compte que cette vision des choses ne tient pas la route 5 minutes. On ne peut pas se focaliser seulement sur l'individu et sa responsabilité individuelle dans la manière de vivre, y compris professionnellement, sa vie fragilisée. On ne peut pas non plus considérer qu'il est responsable, ou son style de vie est responsable de la maladie. Le travail de santé, c'est finalement la reconquête d'une nouvelle allure de vie quand cette allure de vie elle a été menacée par la maladie. Pour reprendre un... Quand on parle d'allure de vie, alors allure de vie, ça veut dire c'est l'idée du mouvement, c'est l'idée du rythme, mais c'est aussi l'allure, c'est aussi ce qui en impose. Hein.
Donc, comment, quand on a une santé fragilisée, reconstruire une allure de vie, une nouvelle vie finalement, mais avec suffisamment de qualité pour qu'elle soit non seulement vivable, mais satisfaisante, pour poursuivre un développement avec les autres, parmi les autres, au service des autres. Ça signifie comment préserver son pouvoir d'agir et comment résister au pouvoir de la maladie. Ça va amener aussi sans doute à ouvrir à des manières de vivre et des manières de travailler autrement. Inscrire finalement la question des limites dans le monde du travail. On voit les dégâts, par exemple, de la combinaison, et c'est ça, c'est cette combinaison qui est à l'origine de la multiplication des burn-out aujourd'hui, sur sollicitation et sur engagement. Il faut pouvoir à un moment entendre les signaux que nous adresse notre corporéité, qui nous indiquent que des limites sont en train d'être dépassées, parce que cela va prévenir justement l'effondrement du burn-out. Que nous apprennent les situations et trajectoires de personnes au chômage sur la désinsertion professionnelle et sa prévention? La vie humaine, elle est conditionnée par son usage. Alors, cette formule, elle est à double signification, c'est-à-dire c'est l'usage que les autres font de nous, mais c'est aussi l'usage que nous faisons de nous-mêmes, y compris bien sûr au travail. Et là, dans un travail qu'on a fait récemment avec des collègues, on s'est dit, mais dans toutes les situations où les personnes n'ont pas pu trouver les conditions qui leur permettaient un travail de santé, dans toutes les situations où les personnes n'ont pas pu trouver les conditions qui leur ont permis de prévenir la désinsertion professionnelle, ces personnes se retrouvent donc au chômage. Qu'est-ce que les chômeurs peuvent dire concernant leur parcours professionnel? Ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas pu, les difficultés qui ont été les leurs et qui les ont conduits finalement à la porte de Pôle emploi, aujourd'hui France Travail. En fait, à l'écoute de ces personnes, on se rend compte qu'il y a 3 grands types de trajectoires. Il y a les trajectoires de la santé sacrifiée, que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire des personnes qui avaient effectivement des indices de difficultés de santé, mais qui n'ont pas voulu les entendre, pour plein de raisons. Ils ont préféré prendre des médicaments, ils ont préféré ne pas prendre suffisamment soin d'eux pour préserver leur emploi, pour préserver leur carrière, pour préserver leur image professionnelle, jusqu'au moment où ils sont tombés. C'est en fait les parcours les plus fréquents. Il y a d'autres types de parcours qui s'éclairent à la lumière de l'analyse qu'on peut faire de l'usure du précariat. Quand vous pouvez, et notamment les jeunes aujourd'hui peuvent dire « nous on préfère ne pas s'engager dans un CDI, un CDD nous suffit ». Le salariat peut être synonyme de tellement de contraintes qu'ils peuvent préférer l'intermittence du travail. Or, en même temps, on voit bien qu'avec l'avancée en âge, l'intermittence du travail est extrêmement coûteuse parce qu'il faut à chaque fois découvrir un nouveau milieu professionnel, faire sa place avec les collègues, trouver le mode d'emploi d'une histoire qui a commencé avant qu'on arrive. Ce travail d'emplacement est coûteux. Le travail de recherche d'emploi est aussi, lui aussi, très très coûteux. Notamment pour l'estime de soi quand vous envoyez 50 candidatures et que vous n'avez pas de réponse. Or, la maladie, elle aussi, est potentiellement source de fragilisation de l'estime de soi. Donc, l'usure du précariat doit être notée. Et enfin, troisième type de parcours, ce sont des personnes qui, pour des raisons qui tiennent d'ailleurs d'emblée à la santé, n'ont jamais réussi à stabiliser une insertion professionnelle durable. Ce sont des personnes qui, du fait d'expériences familiales douloureuses ou du fait de maladies transmissibles, y compris génétiquement, se sont trouvées en panne d'insertion professionnelle. Quels sont les coûts cachés de la dégradation de la santé au travail? Je pense qu'il ne faut jamais oublier les coûts cachés de la dégradation de la santé au travail.
le défaut de fidélisation, le défaut d'attractivité, l'absentéisme. On parle beaucoup d'absentéisme aujourd'hui. Il faudrait réduire absolument l'absentéisme. L'absentéisme va croissant. Plus vous allez réduire l'absentéisme, plus vous allez casser le thermomètre qui vous permet d'être attentif justement à la santé des ressources humaines. C'est pas parce qu'on casse le thermomètre qu'on soigne. A fortiori, vous allez développer le présentéisme. Or, on sait que le présentéisme, qui consiste donc à venir travailler alors qu'on a des problèmes de santé, contribue à dégrader encore plus la santé, ce qui fait que vous allez de fait fabriquer des arrêts longs. Or, les arrêts longs coûtent beaucoup plus cher que les arrêts courts. C'est aussi des contextes qui favorisent la relégation des seniors. Ce sont aussi des contextes qui favorisent la relégation des aidants, la relégation des femmes. Quel serait l'un des messages principaux à retenir? Je pense qu'on peut suivre l'idée qui a été beaucoup soulignée par les personnes qui vivent avec une maladie chronique quand on avait travaillé avec Anne-Marie Waser sur ce que font en fait les 10 millions de malades, ou plus exactement comment travailler et vivre avec une maladie chronique. Je pense à cette femme, Corinne, qui donc vit avec une sclérose en plaques et les séquelles d'un cancer du sein. Elle dit dans un entretien, mais c'est très important que le monde du travail reconnaisse les gens handicapés. Ce sont des régulateurs d'humanité dans notre société. Non, on n'est pas des robots. Dans le monde du travail, il faut juste être efficace, rien d'autre. Ils ne voient pas comment on a été enrichi par la maladie. Ils ne voient que la fonction abîmée, mais pas les autres, toutes les autres. Or, quand on a été malade, on a une force supérieure à avant. Il y a une richesse des gens malades, une force de vie. On met plus d'humain dans nos relations, y compris dans les relations professionnelles. Il faut pouvoir entendre ce message. Les personnes qui ont une santé fragilisée sont de véritables ressources pour le monde du travail.